Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle review de Multi-21. C'est peut-être celle qu'on attendait avec le plus d'impatience. Ça y est, 24 ans après, un Français gagne en F1 et je suis avec Paul pour en parler. Paul, comment vas-tu ? Mais ça ne peut que aller bien, mon cher Clément, ça ne peut que aller bien. Mais quel Grand Prix, mais quel Grand Prix! Effectivement, ouais, un Grand Prix incroyable. On a bien cru à la sieste lorsqu'Hamilton est parti devant et puis finalement, suite à de rocambolesques événements arrivés à la suite des freins qui ont lâché de Sébastien Vettel, à la suite d'un arrêt à côté de la pit lane pour Kevin Magnussen, on s'est retrouvé avec une grille complètement inversée après le drapeau rouge et un Pierre Gasly qui gagne un Grand Prix de F1. C'est incroyable. Pierre Gasly hyper solide sur cette course. C'était magnifique. C'était magnifique. On va pas se mentir, il partait du coup P10. Il était parti pour faire une nouvelle course solide, une de plus, aller scorer quelques points pour l'écurie AlphaTauri. Et puis, comme tu l'as dit, il s'est passé ce qui s'est passé, des Ferrari aux fraises dans tous les sens du terme. Magnussen qui s'arrête sur le côté, on reviendra un peu plus dans le détail sur certains autres événements. Et voilà, Gasly qui ressort à l'issue du drapeau rouge, comme tu dis, quasiment devant. Et ensuite, course menée d'une main de maître. Il a tenu la McLaren de Sainz derrière lui tout du long jusqu'à la fin. Le dernier tour, Sainz était dans le DRS. Il hurlait à la radio pour dire qu'il voulait aller chercher cette victoire. Et Gasly qui a tenu d'une main de maître et qui remporte du coup cette deuxième victoire pour la Scuderia Toro Rosso, ou comme on la connaît aujourd'hui, AlphaTauri. Cette deuxième victoire à Monza, une fois de plus, sans les tifosi, mais en tout cas le cœur y était. Et donc cette première victoire, comme tu le disais, d'un Français depuis 24 ans, depuis Olivier Panis, dont on désormais ne parlera plus, et ça fait plaisir. Oui, c'est clair. Maintenant, quand on voudra évoquer une victoire française, on dira voilà, il y a un pilote qui est actuellement en F1 et qui a gagné, c'est Pierre Gasly. Et ça faisait 7 ans qu'un Français n'avait pas mené un Grand Prix. C'était Romain Grosjean en 2013 au Japon. Donc c'est immense. 7 ans, c'est déjà énorme comme gap. Regardez les pilotes qui étaient sur la grille il y a 7 ans et qui sont encore là aujourd'hui. Il y en a 3 en fait, ou 4. Donc c'est exceptionnel. Et puis tu l'as dit, Gasly il a eu un peu de chance puisqu'il s'est arrêté juste avant les ennuis de Kevin Magnussen. Donc au départ tout le monde se disait sa stratégie elle va être complètement mise en morceaux par cet abandon de Kevin Magnussen. Et puis comme la pit lane a été fermée, tout le monde a dû attendre un tour derrière le safety car pour rentrer au stand. Et Gasly tranquillement était troisième un tour après derrière Lewis Hamilton qui était sous investigation, on y reviendra, et Lance Stroll qui n'avait pas pité, on y reviendra aussi. Donc finalement il a ensuite réussi lors du restart à prendre le lead. Et puis cette fin de course qui ressemblait vraiment à une course d'IndyCar avec Sainz qui était derrière lui à l'aspiration, Gasly qui zigzaguait en ligne droite pour l'empêcher de prendre l'aspiration, c'était vraiment magnifique. Et il gagne avec très peu de marge, 1 ou 2 tours de plus ça aurait été compliqué, mais là c'était parfait. Et Pierre Gasly qui, tu parlais d'AlphaTauri, entre son podium l'an dernier au Brésil lorsque c'était encore sous le nom de Toro Rosso et cette victoire, c'est vraiment lui le capitaine de cette équipe, c'est lui qui la porte à bout de bras et on a presque plus envie de le voir ici que chez Red Bull. C'est terrible à dire mais vraiment il incarne ce projet là. Il n'y a pas photo, on prend tout ce qui s'est passé là depuis son éviction de chez Red Bull. Moi j'ai presque envie de dire Gasly, gardez-le quoi, reste là, ne bouge pas, reste où tu es au meilleur endroit dans l'immédiat où tu peux être. C'est clair, sa meilleure position en 2018 c'était à Bahreïn avec la Toro Rosso, sa meilleure position en 2019 c'était au Brésil avec la Toro Rosso, sa meilleure position en 2020 ça sera forcément celle-là avec l'AlphaTauri, donc la Toro Rosso, 3 années de suite c'est lui qui porte ce projet et c'est incroyable. Juste derrière lui, on a eu Carlos Sainz qui, tu l'as dit, a essayé d'aller chercher la victoire. Carlos Sainz qui était très très rapide parce que P3 en qualif et puis après même en course très très, très solide. Deuxième pendant une première partie de la course qui était assez ennuyeuse. Lui était présent, il avait le rythme après. Finalement, c'était peut-être lui le meilleur contender pour la victoire aujourd'hui. Ah, c'est sûr, clairement, on reparlera des déboires Mercedes, mais clairement, Sainz, une course solide. Alors, les McLaren, globalement, on va dire quand même que les McLaren étaient très en verve aujourd'hui, enfin ce week-end à Monza. Il part du coup P3 derrière les 2 Mercedes, une qualif ultra solide. Bottas se rate au départ, Sainz en profite, il se faufile. Il tient sa place tout du long. Et derrière, effectivement, comme tu dis, au jeu des arrêts au stand, Stroll arrive à ressortir devant, puisqu'en fait, Stroll ne s'était pas arrêté, techniquement. On va revenir là-dessus, ouais. Et derrière, hors démarrage, Sainz arrive à passer devant. Et là, derrière,
tout du long, il remonte, il grappille petit à petit, dixième après dixième, il va gratter, il revient, et effectivement, sur la ligne, il est à moins d'une seconde de Gasly, donc effectivement, si c'était avec un ou deux tours de plus, peut-être même juste un seul, même peut-être moins d'un seul, juste un bout de ligne droite et une chicane en plus, si l'arrivée était après la première chicane, et là c'était sans doute Sainz qui était ressorti devant, hein, on va pas se mentir. Effectivement, un Sainz hyper rapide dans une McLaren qui marche bien. Alors c'est bon pour la suite de la saison pour Carlos Sainz, c'est bon pour l'avenir pour McLaren de façon générale, puisque même s'ils auront plus Sainz l'an prochain, ils auront Daniel Ricciardo avec le même châssis et un moteur Mercedes. Donc pour eux, ils sont vraiment sur la pente ascendante. Ça fera plaisir à Louis bien évidemment. Hein, ça nous fait plaisir à nous. Ça nous fait plaisir exactement avec tous les déboires qu'ils ont eu. Oui. Il était temps qu'on revoie McLaren sur le tout en haut du panier, quoi. Il n'y a pas photo. Effectivement. Et un podium qui est complété par un autre pilote qui n'est pas sorti du Big Three. Lance Stroll sur sa Racing Point qui aurait pu être le mieux placé pour gagner, puisqu'au restart il était deuxième. Malheureusement pour lui, il est parti du côté sale de la piste, donc un départ complètement raté. Alors pourquoi Lance Stroll a pu bénéficier d'un arrêt gratuit, ce qui aurait étonné beaucoup de monde? Très rapidement, c'est l'article 41.4b alinéa 7, c'est très précis, qui dit que désormais, lorsque la course est suspendue, on peut autoriser un arrêt, on peut autoriser un changement de pneumatique pour aller sur la gomme obligatoire. Donc étant donné que on doit mettre 2 gommes par Grand Prix et que Lance Stroll n'en avait mis qu'une seule, il pouvait le faire. C'était le seul qui s'était pas encore arrêté, donc c'est le seul qui en a bénéficié. Mais tant mieux pour lui, ça fait une course solide. Et d'ailleurs, que ce soit Gasly, Sainz ou Stroll, c'est quand même des pilotes qu'on retrouve souvent dès que les courses sont un peu hasardeuses. C'est des mecs qui sentent la course et c'est pas un hasard de les revoir tous les trois sur le podium. Clairement, effectivement, c'est nos jeunes vieux loups de mer, on va les appeler comme ça maintenant, parce qu'ils sont pas non plus, c'est pas les plus expérimentés de la grille. Mais malgré tout, comme tu dis, c'est ceux qu'on retrouve souvent dans les bons coups. Ouais. Exactement. Et puis 3 écuries, AlphaTauri, McLaren et Racing Point, qui savent faire des stratégies, contrairement à Mercedes qui aujourd'hui a vécu un véritable fiasco. Alors, Valtteri Bottas qui prend un départ absolument pourri, et je vais te laisser compter la suite des 2 premiers tours de Valtteri Bottas parce que c'est irréel, mais Valtteri Bottas qui était clairement aujourd'hui numéro 2. J'avais même envie de te dire numéro 3, puisque je pense que Russell, par exemple, a plus fait pour Mercedes en se laissant passer Hamilton très rapidement que Bottas a pu en faire. Hein. Donc voilà, pour revenir du coup, donc, un départ catastrophique de Bottas, on va pas se mentir. Et puis après, derrière, il n'avait pas de rythme. Donc on s'est dit, effectivement, c'est quand même un peu bizarre, parce que Hamilton, lui, devant, s'était envolé comme à son habitude, vite mis 4-5 secondes à tout le monde, et puis Bottas qui vivotait dans le milieu de tableau. Et puis on a eu quelques échanges avec la radio qui étaient pour le moins délicieux, on va pouvoir dire ça comme ça, de Bottas qui disait j'ai une crevaison. Et puis un demi-tour après, un retour, alors je ne pense pas que c'était James, mais sans doute plutôt de son ingénieur, qui lui disait non, la pression des pneus sont normales. Et puis un tour après, de nouveau Bottas, donc qui n'avançait toujours pas, qui dit j'ai un problème moteur. Et de nouveau retour un demi-tour après de l'ingénieur qui dit non, à part tes températures qui montent un petit peu, fais attention. En dehors de ça, ton moteur va bien. Voilà. Donc en fait, c'est juste que Bottas était nulle part. Alors peut-être que tout n'est pas, on va pas lui jeter la pierre directement. Peut-être qu'il y avait une histoire de setup ou quelque chose comme ça qu'on ne saura sans doute jamais. Mais il n'empêche que Bottas, une fois de plus, était le pilote 2,5 de Mercedes, quoi. Et puis Valtteri Bottas qui avait fait le malin après la qualification, puisque c'était la première qualif la deuxième sans les parties modes, les fameux modes moteurs qui permettent d'avoir beaucoup plus de puissance. Et puis Valtteri Bottas avait dit vous voyez, Red Bull l'a plus non plus, et puis ils sont encore plus loin que nous. Et puis finalement pour en course se retrouver à se plaindre de ce mode moteur qui ne pouvait plus changer. Donc un Valtteri Bottas qu'on a vu sous son plus mauvais jour aujourd'hui, tu l'as dit, même George Russell a plus fait pour cette écurie Mercedes qui s'est mis dans la mouise toute seule. On sait il y a des écuries qui n'ont aucune stratégie, Ferrari, Alfa Romeo, Williams, Mercedes. Et bien aujourd'hui c'était Alfa et Mercedes qui nous l'ont montré avec cet arrêt au stand, un moment où on ne pouvait pas s'arrêter au stand puisque la pit lane était fermée tout simplement. Et Lewis Hamilton qui, comme Antonio Giovinazzi, rentre au stand à ce moment-là, alors qu'on voit clairement des drapeaux rouges partout sur le circuit. Alors on reviendra pas sur Giovinazzi parce que c'était grotesque, tout le monde était déjà passé, il savait qu'il n'avait pas le droit. Voilà, là je pense qu'on est sur une erreur, mais enfin, bref. Par contre, effectivement, pour Hamilton, on pouvait plaider à un peu l'excitation, le safety car, il faut y aller vite. Et puis Hamilton qui disait en plus je ne voyais pas les drapeaux, malgré tout c'était déjà pas des drapeaux, c'était des panneaux lumineux qui sont à l'extérieur en fait de la parabolica.
Et même si effectivement 10 à l'extérieur on les voit pas, sauf qu'en fait à un moment ils passent quand même dans le champ de vision et c'est des flashs lumineux, donc on se doute que effectivement il y a quelque chose qui va pas, et d'autant plus parce qu'après il voit bien quand même la Haas de Magnussen qui est arrêtée à l'entrée des stands, il se doute bien qu'ils vont fermer la pit lane. Donc déjà ça, c'était une erreur de débutant d'Hamilton, mais au-delà de ça, effectivement, et c'est pour ça qu'on cite Mercedes, c'est une catastrophe de Mercedes. En fait, ce qu'il faut savoir, les ingénieurs, quand la pit lane est fermée, effectivement, eux, ils ne voient pas les lumières, ils ne sont pas sur le circuit. Mais par contre, ils ont une notification sur leur écran qui leur dit pit lane fermée. Donc je veux dire, à partir de là, à quel moment... Ou alors, peut-être, oui, tu dis pit, et puis après tu dis non, comme ils savent bien faire, on les connaît bien, mais tu lui dis non, reste dehors, en fait, la pit lane est fermée. Ils avaient malgré tout le temps, même si la parabolica aujourd'hui s'enfile en l'espace d'un clin d'œil, on est d'accord, ils avaient malgré tout le temps de lui dire non, sors, reste dehors. Et puis surtout qu'Hamilton, la première conversation radio qu'il y a après le pit stop, c'est lui qui prend la main pour dire est-ce qu'on va être pénalisé, sans que l'équipe lui a rien dit à ce moment-là. Donc il les a vus, les écrans rouges avant. Donc même lui, de lui-même déjà, doit faire attention. Mais tu l'as dit, Mercedes, comment est-ce qu'on peut faire une erreur comme ça lorsqu'on est en tête d'un Grand Prix? Aujourd'hui, ils perdent la victoire entièrement de leur faute, c'est uniquement de leur faute. Ferrari et Red Bull leur avaient mâché le travail, ils pouvaient tranquillement gagner. Et aujourd'hui, ils perdent. Et ce qui est encore plus terrible, c'est qu'ils sont absolument mauvais joueurs, puisque lorsqu'il y a eu le drapeau rouge et que tous les pilotes étaient à terre, qui c'est qui va voir les commissaires? Qui c'est qui va voir la FIA? Toto Wolff et Lewis Hamilton pour se plaindre de cette décision. Mais c'est inadmissible de voir des gens agir comme ça dans le paddock. On respecte les arbitres. À la rigueur, on en discute après. C'est toujours pareil, Oui. en fait. J'ai envie de dire, on lave son linge sale en famille, pas devant tout le monde. Et là, effectivement, on a vu Hamilton récupérer sa petite trottinette et galoper à travers les stands pour remonter. Donc on jugera en plus potentiellement de la dangerosité de la chose quand des ingénieurs sont en train de courir dans tous les sens. Tout à fait, oui. Et effectivement, après ça, à un moment, on se dit, en fait, tu es en pleine course. Ça se trouve, la course va peut-être repartir en 30 secondes parce qu'ils vont réussir à réparer le mur de pneus assez rapidement. Bon, même si on en doute, mais c'est quand même une énorme prise de risque. De dire autant Toto Wolff qu'il y aille, bon, c'est déjà limite, effectivement, on pourra douter de l'éthique de la chose, mais que le pilote s'en aille, quitte la grille, quitte les stands pour aller se plaindre devant la FIA, c'est inadmissible, c'est une remise en cause, enfin c'est le coup de pression sur l'arbitre, tu sais, c'est l'entraîneur qui rentre sur le terrain pour contester un carton jaune, quoi. C'est pour montrer les muscles, pour dire c'est qui les patrons ici? C'est nous les patrons, c'est nous qui gagnons tout, c'est nous les plus forts, donc on a le droit de le faire. Bah non, vous respectez les règles comme tout le monde. Si vous êtes moins malin que les autres, je sais pas si des équipes comme on parlait tout à l'heure d'AlphaTauri, mais Racing Point et McLaren, si les écuries comme ça sont suffisamment intelligentes pour avoir des bonnes stratégies à chaque course, et que ça fait des années qu'on sait que Mercedes n'a pas des bonnes stratégies, ça fait des années qu'on sait que Mercedes fait toujours des petites erreurs comme ça, alors qu'ils rattrapent parce qu'ils ont la meilleure voiture bien évidemment, mais ils font toujours des erreurs comme ça. Je suis désolé, mais c'est pas possible de faire une erreur comme ça. Tu l'as dit, tout le monde est notifié que la pit lane est fermée. Hamilton il s'arrête, Sainz qui est que 2 secondes derrière lui ne s'arrête pas, il y a une raison. Voilà, ils ont le temps de lui dire. Sainz il le voit pas au dernier moment, il continue sur sa ligne de toute façon. Donc ils ont largement le temps de lui dire. Et là ils ont voulu montrer les muscles pour rattraper leur erreur. Non, moi j'aurais été la FIA, je les aurais pénalisés encore plus durement avec une amende financière, parce que là c'est plus du sportif, tu vas pas les financer, tu vas pas les pénaliser sportivement là-dessus, mais avec une amende financière pour dire vous respectez les décisions. Un point c'est tout. Si vous voulez en parler, c'est le pilote, le directeur qui viennent voir la FIA après la course pour qu'on s'explique sur ce qui s'est passé, mais pas pendant la course pour faire annuler cette décision. On est d'accord. Voilà. Mais bon, ça nous fait une belle transition sur la FIA, du coup. On l'a vu encore une fois, la mascarade des qualifications à Monza. Non mais oui, alors là on va en parler puisque des nouveaux circuits vont arriver bientôt et qu'on aura le problème de façon plus importante. Mais l'année dernière, on avait un problème en qualification, c'est que tout le monde voulait bénéficier de l'aspiration. Tout le monde se mettait à la queue leu. Cette année, la FIA a dit ce qu'on va faire en F1, en F2 et en F3, c'est qu'on va mettre des temps minimum. C'est ce qui a été fait. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. En F3, on a eu 9 voitures pénalisées pour un mauvais comportement. En F2, en F1, on a une pagaille pas possible, ce qui fait que au premier virage, lors de la Q1 en F1, on s'est même retrouvé à des pilotes qui étaient à deux de front. On a vu Raikkonen et Ocon, par exemple, batailler comme si c'était la course. Alors que ça a ruiné leur temps à tous les deux, ça ne servait absolument à rien. C'est des comportements qu'on ne peut pas avoir et tout le monde le savait. Même des pilotes qui ne sont plus en F1 comme Marcus Ericsson a dit avant ce week-end, il faudrait peut-être pour ces grands prix qui sont à beaucoup d'aspiration sur la qualification, changer le format, revenir au format des années 2000 avec chaque pilote passe chacun son tour.
peut-être que pour cette course-là, il faut le faire. Et là où c'est problématique, c'est que quand on l'a une fois par an, bon, ça peut se faire, mais là, on va avoir Imola et le nouveau tracé de Bahreïn qui comporte quasiment à 100% des lignes droites, et surtout qui est sur un circuit qui fait 3,5 km, donc ça fait à peu près 170 mètres entre chaque voiture, selon ce qu'a calculé l'association des pilotes. Tu peux pas te permettre d'avoir que 170 mètres entre chaque voiture, puisque tu les auras pas. Dès la première ligne droite, avec l'aspiration, tu seras à deux de front. Ça va être hyper dangereux du coup à Imola et à Bahreïn. Et pour l'instant, la FIA ne fait rien pour aller dans ce sens-là. Donc là-dessus, carton rouge complet pour la FIA. Ils doivent revoir leurs règles parce que ça sera très très dangereux, surtout qu'on aura la F2 à chaque fois avec ces voitures-là. On est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est donc sur ces bonnes paroles et sur ces conseils avisés qu'on se retrouvera la semaine prochaine en Italie encore une fois, mais au Mugello. On a hâte, Paul, quand même d'être au Mugello. Ah bah évidemment qu'on a hâte un deuxième Grand Prix italien, on ne s'en lasse jamais, j'ai envie de dire. Exactement, et surtout un des nouveaux circuits dont on parlera. Merci à tous de nous avoir suivis. On rappelle, première victoire française depuis 24 ans, première victoire française de l'ère hybride, première victoire française de Pierre Gasly. C'était un super Grand Prix. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous dire ce que vous avez pensé de cette course, du comportement de Mercedes, de la victoire de Gasly, de la solidité de Sainz. Bref, tant de choses à parler, tant d'émotions, et on se retrouve très vite pour un nouveau Grand Prix. Merci Paul, et à la semaine prochaine. Salut! Ciao ciao.